Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs, qui sera consacrée, comme je vous l'ai promis, à l'armée camerounaise. Est-elle un État dans un État? À tout de suite pour les développements, mesdames et messieurs. Alors, chose promise, chose due, nous allons vous parler au cours de cette chronique de MBT de l'armée camerounaise. Alors, l'armée camerounaise est-elle un État dans un État? C'est la problématique que nous avons annoncée comme celle devant sous-tendre cette édition de la chronique de MBT. Est-elle au service de la République ou alors au service du clan qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État depuis le 6 novembre 1982, date à laquelle Paul Biya a succédé à Amadou Ahidjo? Alors, ce que je vais commencer par dire d'entrée de jeu est que l'armée camerounaise n'est pas au service de la République. L'armée camerounaise sert d'instrument de terreur à Paul Biya et à son club Essingan. L'armée camerounaise est utilisée par ce club Essingan pour faire en sorte que le peuple n'ait jamais le courage de se soulever contre lui, de revendiquer contre lui. Voilà le rôle de l'armée camerounaise: protéger les personnes qui sont à la tête de l'État, protéger les dirigeants actuels, protéger le pouvoir de tous ceux qui incarnent l'État au Cameroun. Voilà le rôle de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise n'est pas là pour défendre le peuple, n'est pas au service de la République, n'est pas au service du peuple souverain. Jamais. Voilà pourquoi vous n'entendrez jamais parler d'un coup d'État au Cameroun. Jamais. Parce que cette armée est au service de l'oligarchie qui dirige le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. L'armée camerounaise, les soldats camerounais sont au service de cette oligarchie-là. La preuve, l'ordonnance du 11 novembre 1959, il s'agit de l'ordonnance numéro 59/57 du 11 novembre 1959 qui a été signée par le premier ministre de l'époque, Amadou Ahidjo, précise bien la mission de l'armée camerounaise, parce que c'est cette ordonnance-là qui crée l'armée camerounaise. Alors, selon son article 2, la mission principale de l'armée camerounaise est d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire national, ainsi que la vie de la population. Alors, je vais insister sur les termes « en tout temps », en toutes circonstances et contre toute forme d'agression. En tout temps, parce que nous savons que l'armée n'intervient que dans une situation, on va dire, exceptionnelle, pour défendre le territoire contre une agression extérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Or, on a comme le sentiment, à travers l'article 2 de cette ordonnance, que l'armée joue à la fois le rôle de la police et de la gendarmerie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'armée joue le rôle du maintien de l'ordre, en plus de la défense du territoire. C'est ce qui transparaît de cette disposition de l'ordonnance du 11 novembre 1959, puisque là-dedans, on parle de la mission principale de l'armée qui est d'assurer en tout temps, en toutes circonstances, et contre toute forme d'agression, la sécurité. La sécurité. Donc, l'armée n'est pas là seulement pour assurer l'intégrité du territoire, mais la sécurité du territoire. Donc, ça veut dire que c'est une armée qui a été créée à cette époque-là pour aider les soldats français à mater les résistants de l'Union des populations du Cameroun. Donc, l'armée camerounaise est née dans le sang des martyrs de l'UPC. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà comment naît l'armée camerounaise pour aller en guerre contre, non pas contre un ennemi extérieur, étranger, non, contre les Camerounais dont le péché capital a été de rêver, de penser liberté, de penser indépendance, et indépendance véritable, et non celle qui nous a été concédée par le colonisateur. Parce qu'à l'époque,
On parlait d'indépendance en collaboration avec la France. Et c'est de cette indépendance-là que Ahidjo voulait. C'est de cette indépendance-là que la France voulait. C'est-à-dire qu'une indépendance dans laquelle l'ancien colonisé continue d'être dépendant de l'ancien colon. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'armée camerounaise a été créée pour aider l'armée française à mater, à réprimer sévèrement et sauvagement les résistants, les combattants de l'Union des populations du Cameroun qui se battaient pour une indépendance totale et véritable de la République du Cameroun. Voilà donc comment l'armée camerounaise a été créée. Bon, une fois l'armée camerounaise créée, elle va se muer en une armée clanique. Je m'explique. Au temps d'Ahidjo, tous les secteurs stratégiques au sein de l'armée se trouvaient entre les mains des ressortissants de sa région d'origine, la région du Nord, qu'on appelait à l'époque la grande province du Nord, qui regroupe aujourd'hui la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Je prends un exemple. Le ministre des Forces armées de l'époque est celui qui a battu le record de longévité à ce poste-là, ministre des Forces armées. Il s'appelait Salou Daoudou. Il a été à ce poste de 1961 à 1980, donc presque 20 ans de ministre des Forces armées. Salou Daoudou, qui était d'ailleurs de la même génération qu'Ahidjo. Et quand il quitte ce poste, il est remplacé par Maïkano Abdoulaye. Bon, de 1980 au 22, je crois que c'était le 19 juillet 1980 au 22 août 1983. Bon, il y avait également d'autres officiers généraux supérieurs, hein, tels que Oumarou Djamyaya, qui était à... C'est-à-dire qu'au moment où Ahidjo quitte le pouvoir, il y a Oumarou Djamyaya qui est chargé de la sécurité présidentielle, il y a Ousmane Daouda qui est chargé du cabinet militaire, ce qui est considéré aujourd'hui comme l'état-major particulier des BIA. Il y a Ngoura Beladji qui est commandant du quartier général. Il y a Ibrahima Ouadji qui était le délégué général à la gendarmerie, ce qui est l'équivalent du CED aujourd'hui. Donc, là, tous les postes, c'est les Saleh Ibrahim. Saleh Ibrahim qui était le commandant de la garde républicaine. À l'époque, autant d'ailleurs, ça s'appelait la garde républicaine. C'est aujourd'hui qu'on parle de la garde présidentielle. Et je tiens à rappeler que la garde républicaine avait été dissoute après le soi-disant coup d'État manqué du 6 avril 1984. Là. La garde républicaine a été dissoute pour laisser la place à la GP, la garde présidentielle, qui a été créée en 1985. Et depuis la création de la GP, les commandants ne sont que des originaires du sud, du centre, sud et est. Les Medjid Soui, aujourd'hui Boko Abondo, les Bogotitus, etc., etc. Donc à l'époque, c'est une armée clanique. Et même Soubia, et ça je l'ai souligné en début de cette chronique, l'armée est au service du clan Essingan, du club des Essingans. C'est-à-dire que cette élite extrémiste et Betty Bouloula, qui dirige le Cameroun avec Biya depuis le 6 novembre 1982, c'est à leur service que cette armée se trouve. Cette armée n'est pas là pour servir le peuple camerounais, pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Non, non, non. Tous ces soldats camerounais là, ils sont là pour défendre leur matricule, défendre leur pain quotidien. Un point, un trait. Défendre Biya et les membres de sa famille. Voilà le rôle de l'armée camerounaise. Alors arrive donc Biya à la tête de l'État du Cameroun, le 6 novembre 1982. Le 6 avril 1984, on nous parle d'un coup d'État manqué qui a failli le renverser. Or, je vous ai expliqué ici, sur cette chaîne, que s'il est vrai qu'il y a une cellule secrète au sein de l'armée qui avait été créée par les capitaines Guérandi, les capitaines Alakaï, etc., etc. Ceux qui prétendent aujourd'hui avoir maté le coup d'État du 6 avril 1984 qui se préparait, le colonel René-Claude Meka, celui qui est commandant de chef d'état-major de l'armée aujourd'hui et qui est passé général entre-temps, ils ne peuvent pas ignorer qu'il y avait un coup d'État qui s'est préparé. La preuve, et ça je vous l'ai dit ici sur cette chaîne, le capitaine Alakaï le 5 avril
1984, était allé rencontrer le colonel Meka à l'époque, René Claude, celui qui est le SEMA aujourd'hui, le chef d'état-major. Il était allé le rencontrer. À l'époque, il était le commandant de la sécurité présidentielle, pour lui dire qu'il y avait un coup d'état qui était en train de se préparer. Parce que Guérandi Mbala l'avait expliqué qu'il y avait une cellule secrète qui avait été créée au sein de l'armée en 1979 au temps d'Aïdjo pour lutter contre la corruption, le tribalisme qui minait déjà l'armée camerounaise. Et ce sont donc ces gars-là qui étaient donc en train de préparer un coup d'état contre Biya. Et sauf que les Fauchivés, tous ces gens-là, ils étaient bel et bien au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé faire pour en tirer profit et lancer une vaste opération de purge contre tous ceux qui sont restés fidèles à Amadou Ahidjo au sein de la hiérarchie militaire et même au sein de l'armée, de la gendarmerie, de la police, etc., etc. Et après le coup d'état manqué du 6 avril 1984, il y a eu un procès express au tribunal militaire, c'est-à-dire qu'on arrête les gens le 7 avril 1984, le 13 mai 1984, c'est-à-dire que 3 ou 4 semaines après, on rend les verdicts de condamnation à mort, on envoie les condamnés au peloton d'exécution, on les passe au poteau, et puis on prend les corps, on jette dans des fosses communes, en Balmayo et en Fou. C'est-à-dire que les membres du club Essingan, quand ils sont arrivés au pouvoir, le 6 novembre 1982, et qu'ils s'y sont installés, ils ont engagé une purge contre les originaires du Grand Nord, ceux-là même qui étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo. Ils ont commencé à nettoyer pour installer leur clientèle au sein de l'armée. Après donc avoir procédé à des exécutions sommaires au sein de l'armée camerounaise, les membres du club Essingan auront donc à affronter un autre défi au début des années 90, les opérations Ville Morte lancées par les organisations de la société civile de l'époque. De quoi s'agissait-il pendant les Villes Mortes? C'était une opération de désobéissance civile que la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme à l'époque, les Njekam Tchameni, les Léandre Njino, les maîtres Charles Nchungang, les Anissé Kane, avaient lancé les Mbouamasso, parce que c'est même d'ailleurs lui le père des Villes Mortes. C'était le 19 avril, je crois, 1991, qu'ils avaient lancé les opérations Villes Mortes. C'est-à-dire que à Douala, de lundi à vendredi, tout était fermé. Sauf les hôpitaux où il y avait le service minimum, les pharmacies de garde qui étaient ouvertes. Mais c'était le genre que si tu es tenancier d'une boutique et tu oses ouvrir ta boutique, on vient, on brûle. C'était comme ça. Ceux qui ont vécu à Douala à l'époque, c'était comme ça. Lundi à vendredi, tout est fermé, les taximens sont garés. Tu essaies de mettre ton taxi dehors, on brûle. D'ailleurs, il y avait des barrages, c'est-à-dire que on appelait ça, on les appelait à l'époque les miliciens des villes mortes. Ce sont eux qui assuraient la police, c'est-à-dire que qui veillaient à ce que le mot d'ordre soit respecté. On te voit en train de circuler avec ton taxi, allez, on te stoppe, allez, on met le feu. Et toi-même, on te violente. Ou alors, on te sert un carton rouge. Tu payes 500 000 francs. Tu es obligé de circuler avec. Et sur le carton rouge, il était écrit, oui, Paul Biya doit partir, des trucs comme ça. C'était comme ça à l'époque. Et c'était très chaud. Et c'était un mot d'ordre qui avait été suivi à 100% dans 7 des 10, à l'époque, ça s'appelait les provinces. 7 des 10 provinces du Cameroun avaient suivi le mot d'ordre de Ville Morte. Alors Biya, se sentant donc acculé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait usage de ce qu'il sait le mieux, à savoir la répression. Il crée le 16 mai 1991 le commandement opérationnel. C'est-à-dire que le commandement opérationnel était installé dans 7 régions sur 10. Les seules régions, bon à l'époque ça s'appelait provinces, les seules provinces où on ne retrouvait pas de commandement opérationnel, c'était le centre, le sud et l'est. Parce qu'il s'agissait de provinces acquises au régime des Biya. Voilà. Mais toutes les autres provinces étaient couvertes par un commandement opérationnel. Alors, au niveau de Douala, qui était réputée frondeuse à l'époque, parce que Douala était l'épicentre du mouvement, de l'opération Ville Morte. Alors, Paul Biya a envoyé à Douala le général Josué Yumba. Donc, c'est lui qui commandait le commandement opérationnel au niveau de Douala. Et par la suite, il a été remplacé par le colonel Meka, donc celui qui est aujourd'hui le commandant le chef d'état-major des armées
passé général, aujourd'hui général René Claude. À l'époque donc, c'est lui qui dirige le commandement opérationnel à Douala, après le général Yumba. Et ces deux généraux avaient à leur tête un gouverneur, le gouverneur de la province du littoral de l'époque, qui s'appelait Albert Ekonona. Albert Ekonona. Aujourd'hui, je crois qu'il est quelque part là. Biya l'avait nommé, je crois, en 2019, les histoires de magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature. C'est là-bas qu'il est maintenant. C'est lui qui était donc gouverneur à l'époque. Mais Biya avait estimé à un moment donné qu'il était très mou. C'est-à-dire que d'aucuns ont même commencé à le soupçonner d'être de mèche avec les militants de la société civile qui ont lancé l'opération de Ville Morte là. Qu'est-ce que Biya fait? Biya écarte Albert Ekonona pour le remplacer par un homme de poids, un administrateur civil chevronné appelé Kungu Edima, le terrible Kungu Edima. C'est donc lui qui était en charge de coordonner les opérations militaires au niveau de Douala. Et les membres du commandement opérationnel ont fait des gaffes terribles. Les enlèvements, les rafles. C'est-à-dire que et c'est comme ça que des civils ont été zigouillés comme ça, là, comme des chiens. En l'espace de 3 mois, le commandement opérationnel créé par Biya a commis des exactions sur des civils. Bilan, des centaines de morts. C'est-à-dire que le commandement opérationnel a conduit à des centaines de civils qui ont laissé leur vie. Voilà donc à quoi sert l'armée au Cameroun. Terroriser le peuple. Faire en sorte que ce peuple n'ait jamais le courage de revendiquer contre le pouvoir en place. Voilà le rôle de l'armée au Cameroun. Voilà le rôle de l'armée. C'est de constituer un instrument de terreur, de soumission du peuple à ceux qui dirigent. C'est de ça qu'il s'agit. Biya a donc utilisé le commandement opérationnel pour faire taire les opérations Ville Morte. Il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu. Au contraire, toutes ces exactions commises par son armée au niveau de Douala et dans d'autres localités qui ont suivi le mot d'ordre de Ville Morte, c'est-à-dire que ces exactions ont radicalisé davantage la population. Alors Paul Biya était obligé d'organiser la tripartite. Et vraiment, ceux qui ont participé à cette tripartite-là, qui était dirigée par feu, comment il s'appelait, le premier ministre de l'époque, originaire du Nord, là, Sadou Ayatou. Ceux qui ont participé à cette histoire-là et ont signé quoi que ce soit là-bas, ce sont eux qui ont fait perdre toute crédibilité à l'opposition camerounaise. Ce sont eux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homme camerounais ne croit plus à la politique. Parce que à cette époque-là, les Camerounais, surtout les hommes d'affaires là au niveau de Douala, s'étaient sacrifiés parce qu'ils avaient espoir que non. Mieux vaut se sacrifier pour un avenir meilleur que de vivre d'expédients dans le temps présent. C'est-à-dire que voilà la maxime que se sont faites tous les opérateurs économiques qui étaient à Douala à l'époque. Les gars ont préféré suivre le mot d'ordre de Ville Morte parce qu'ils avaient foi au changement. Mais ils ont été déçus par les hommes politiques. Les Fundi étaient en train d'aller au palais des congrès pour participer à la mascarade là. Il était sur le point d'aller, c'est Jean-Michel Ntekam de l'UFDC, je crois, qui lui a dit que pardon, ne mets pas tes pieds là-bas. Ne pars pas là-bas. Avant qu'on ne participe à ça, il faut que Sadou Ayatou. Parce que ceux qui devaient participer, les leaders de l'opposition, de la société civile, bon, ils avaient écrit un mémorandum, ils ont envoyé au Premier ministre. Le mémorandum contenait les préalables à la participation à ces travaux-là. Et parmi ces préalables se trouvait la retransmission en direct des travaux à la télévision. Paul Biya a dit n'en est pas question. Voilà donc comment Paul Biya a réussi à faire taire les villes mortes et à reprendre le dessus. Parce que franchement, à l'époque, le pouvoir des Biya était en train de vaciller. L'économie était presque complètement à genoux. L'économie était complètement à genoux. Et si on continuait dans cette lancée, Biya allait même être obligé de démissionner. Et malheureusement, certains leaders de l'opposition sont allés participer à cette mascarade-là. Et aujourd'hui, ça retombe sur nous.
Puisque, à cette époque-là, Biya avait fait un certain nombre, leur avait juste fait des promesses. S'ils acceptent de lever le mot d'ordre de Villemort, eux aussi ils ont levé. Sur la base de promesses, on vous promet que non, le code électoral sera comme ci, comme ça, le mandat sera 2 ans non renouvelable, etc. Vous aussi vous décidez de lever le mot d'ordre de Villemort. Bon, Biya a aussi su jouer sur leur psychologie. Quelques années plus tard, en janvier 1996, allez, il promulgue la Constitution qui prévoit en son article 6.2 que le mandat présidentiel est de 7 ans renouvelable une fois. Eux aussi se disent que non, ils ont gagné. Sans savoir que 12 ans plus tard, Biya allait faire sauter le verrou qui limite le mandat à 2. Voilà. Ceux qui estiment que la tripartite, là, c'est un marché de dupes, ils ont raison. Ceux qui le pensent ont raison. Donc Biya a utilisé l'armée camerounaise, les soldats camerounais, pour mettre fin aux villes mortes, à l'opération de désobéissance civile qui avait été suivie à 99% sur toute l'étendue du territoire camerounais. Mais il a réussi à prendre le dessus grâce à les Congo-Edima et tout ça, là, le colonel Meka, René Claude et tout ça. L'armée camerounaise aura à affronter un nouveau défi, à savoir le grand banditisme dans la ville de Douala. Au début des années 2000, à Douala, c'était grave avec le grand banditisme. Le taux de grand banditisme avait connu une hausse vertigineuse. Et les femmes auxquelles on arrachait les sacs, et les familles qui étaient agressées chez elles par des bandits qui utilisaient même des armes de guerre et tout ça. C'est-à-dire que tu es couché chez toi, les bandits entrent, ils ramassent tout, de l'argent, des objets de valeur, etc. etc. C'était grave. C'est-à-dire que c'était tellement grave que circuler la nuit dans les rues de Douala était extrêmement risqué. Mais jusque-là, Biya s'en foutait. Hein. C'est-à-dire que ce n'était pas son problème. À partir du moment où c'était les Camerounais qui étaient des victimes, ils s'en foutaient, ils s'en fichaient royalement. Mais il a fallu qu'un Français qui était boucher, il s'appelait Nouri, soit victime de ce grand banditisme-là à Douala, pour que le 20 février 2000, Paul Biya crée un autre commandement opérationnel qui va combattre le grand banditisme dans la ville de Douala. Et c'est le général Mpaye qui dirigeait le commandement opérationnel à l'époque. Mais le commandement opérationnel va se muer en une véritable machine à torture, machine à exécution sommaire, machine à disparition forcée. Il suffisait simplement que tu sois désigné comme un bandit, comme un voleur. Les membres du commandement opérationnel venaient te ramasser chez toi. Ils allaient avec toi, c'est-à-dire qu'on te trimbalait jusqu'à Yassa ou je sais pas moi. On te trimbalait jusque vers le pont de la Dibamba, vers l'Ogbadjek et tout ça là. On finit avec toi là-bas. Et puis basta, c'est terminé. Le commandement opérationnel a fait disparaître de nombreux civils qui jusqu'à aujourd'hui restent introuvables. Le commandement opérationnel a exécuté des centaines d'innocents, des gens qui n'avaient rien à voir avec le grand banditisme. Il a fallu que les Christian Toumi, des journaux tels que Le Messager, La Nouvelle Expression commencent à dénoncer. Christian Toumi, paix à son âme, à l'époque, il avait même rédigé une lettre au chef de l'État, au gouverneur de la province du littoral de l'époque, avec ampliation au président de la République, pour dénoncer les dérives du commandement opérationnel. La presse étrangère s'en est mêlée, les ONG internationales, Action catholique pour l'abolition de la torture, Amnesty International, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme ont commencé à dénoncer publiquement. L'Union européenne même s'en est mêlée. Alors, le pouvoir de Biya n'en pouvait plus. Il a donc décidé d'organiser un simulacre de procès. Bon, au tribunal militaire de Douala. Et ce qui a déclenché le courroux de la communauté internationale, c'était les 9 disparus de Bipanda. Une certaine Annick Soki, elle se plaint de ce qu'on a volé sa bouteille de gaz. Elle part rencontrer un officier supérieur du commandement opérationnel pour se plaindre, et avec qui elle sortait d'ailleurs. Maintenant, elle désigne des mecs comme ça au hasard, que non, les voilà, ce sont eux qui ont volé ma bouteille de gaz. On est allé ramasser 9 bons hommes qui n'avaient absolument rien à voir avec le vol de cette bouteille de gaz. Et c'était le capitaine Aban Zengue
qui était le commanditaire de cet enlèvement, on les a entraînés, on a fait comment, où on allait les exécuter. Ils sont portés disparus jusqu'à ce jour. Même comme en 2011, Amadou Ali, père à son âme, avait déclaré que non, on les a repérés au niveau du Nigeria. Voilà. Pourtant, il est évident qu'ils avaient été exécutés. On était allé les chercher dans leur maison pendant qu'ils dormaient avec leur famille. On allait les enlever. On les a conduits à des destinations inconnues où ils ont sans doute été exécutés sommairement. Voilà donc à quoi sert l'armée en République du Cameroun. Terroriser la population. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et au bout de ce simulacre de procès, parce que suite à la pression internationale, il y a un procès qui s'est ouvert au tribunal militaire. Et 9 officiers, je crois, du commandement opérationnel, donc y compris Aban Zengue et puis le colonel Bobo Ousmane. Voilà. Ils ont été jugés devant le tribunal militaire, mais ils ont été purement et simplement libérés en octobre 2001, après avoir été placés en détention militaire. Détention militaire. Parce qu'il y a la détention civile, dont le Kondengui et tout, Noubel et tout. Maintenant, il y a la détention militaire. Et la détention militaire, mes chers amis, c'est comme le 5 étoiles. C'est comme le 5 étoiles. Tous les militaires qui sont là-bas, ils ont droit à tout. Donc, ils sont dans le confort, le luxe, un lit bien douillet, toutes les commodités nécessaires pour préparer, pour faire de la bouffe. Ils ont un écran plat, ils ont accès à l'eau potable. Bref, ils sont dans un 5 étoiles, carrément. Et ils peuvent même partir de la prison militaire, rentrer chez eux pour aller passer du temps avec leur famille et revenir au lieu de la détention. C'est possible avec la détention militaire. Moi, quand j'étais en cellule au Cameroun, j'ai partagé ma cellule au Cameroun avec des militaires qui me l'ont dit. Que la détention militaire, c'est le paradis. Quand tu es à la détention militaire, c'est comme si tu n'étais même pas du tout en prison. C'est comme si tu étais en balade de sang. C'est comme si tu étais en tourisme. C'est de ça qu'il s'agit. Or, en bas, le capitaine Aban Zengue, ils n'ont fait que, quoi, quelques mois en prison, d'avril à octobre 2001. On les a relaxés. Purement et simplement. Ça veut tout simplement dire que, au sein de l'armée camerounaise, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, d'ôter la vie à qui vous voulez. Il ne vous sera pas fait de procès en bonne et due forme. Parce que quand vous ôtez la vie à un individu, selon la loi camerounaise, c'est la peine de mort. C'est la peine à perpétuité. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Là c'est le pénal qui s'invite là. Et vous êtes passible d'une peine lourde. Les histoires ont encore 18 mois de prison. Et ceci et cela, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est de l'impunité. C'est de l'impunité. Alors, tous ces responsables du commandement opérationnel qui sont passés devant le tribunal militaire, bon, aujourd'hui, ils sont là, ils sont libres de leur mouvement. Certains sont même montés en grade, voilà. Et la vie continue. Parce que tout porte à croire qu'il y a une règle tacite au sein de l'armée qui voudrait que un soldat peut ôter la vie à un civil. Il ne lui sera pas fait de procès en bonne et due forme. Voilà pourquoi je parlais d'un État dans un État. L'armée du Cameroun, c'est un État dans un État. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire Banqui Émile, le voyou qui dirige la division de la sécurité militaire. Banqui Émile avait tiré sur un inspecteur de police à Douala. C'était le 17 novembre 2008. À l'époque, Banqui est chef d'escadron. Il est, je crois, commandant des opérations de là, à la compagnie de gendarmerie à Douala. Ou c'est la légion de gendarmerie pour la compagnie de gendarmerie. Il occupe un poste là. Il est chef d'escadron. Maintenant, il est engagé dans des opérations mafieuses avec cet inspecteur de police là. C'était dans une affaire de trafic de drogue à l'aéroport de Douala où travaillait son épouse. Madame Banqui Daniel, qui était au commissariat spécial de l'aéroport. Maintenant, au moment du partage du butin, le jeune inspecteur de police n'est pas content de sa part. Il n'est pas satisfait de la part qui lui a été réservée. Il s'énerve donc et il jure
de vendre la mèche. Voilà donc comment Banqui et tous les autres membres de son gang et son épouse et tout s'entendent et décident de tuer cet inspecteur de police là. Et ils masquent ça en un crime passionnel. Cet inspecteur de police n'a jamais été surpris sur la femme de Banqui. Je l'ai dit ici maintes fois, c'est faux. C'est faux. Parce qu'à l'époque, Banqui travaillait déjà pour des hommes de billard, pour les hommes de la présidence de la République. Est-ce que vous savez que le rapport, c'est-à-dire que la note de renseignement sur le G11, où les noms de Atanamebara, les Olanawono, les Ababa, les Ambassadans et tout ça ont été cités, c'est Banqui qui était à l'origine de la note là. Est-ce que vous le savez? C'est lui. Donc à l'époque, il rendait déjà de bons et loyaux services aux membres de la pègre du régime des Biya. Voilà pourquoi, quand il a commis ce forfait-là, on a transformé ça en un crime passionnel. Et il est passé devant le tribunal militaire. À l'époque, c'était en 2009. En mai 2009, Banqui est condamné à 18 mois de prison. Mais on est surpris que quelques mois plus tard, il est libéré et on l'affecte à Bafoussam, à la compagnie de gendarmerie de la MIFI. Attendez, il a commis un meurtre. C'est même à la limite un assassinat. C'est-à-dire que c'est une infraction pénale. Il mérite la peine maximale, la peine à perpétuité. Il mérite la peine à perpétuité. Mais on lui a collé 18 mois de prison. On a fait comme si on le mettait à la détention militaire. Allez hop, quelques mois plus tard on le libère, il monte en grade. Aujourd'hui, il est colonel. Il dirige la division de la sécurité militaire. Et la famille de Mapuro, hein, l'inspecteur de police là, n'a pas pu voir le corps. Hein. Oui, elle n'a pas pu voir le corps puisque le cercueil avait été zingué. Le cercueil de Mapuro avait été zingué. Jusqu'à son domicile là, à Makepe, là où il y a eu les obsèques et tout, personne n'a pu avoir accès au corps. C'est la police qui est venue boucler le cercueil de telle sorte que personne ne puisse voir le corps. Le jeune policier là que Banqui avait zigoué là, aujourd'hui il est là, il nous parle de... Et le jour du procès, son père qui est pasteur, le père du bandit Banqui Emile là, il était là à la salle d'audience. Il dit que ah, vraiment, je n'ai pas formé un bandit. Mon fils a eu une très belle éducation. Il s'adresse aux avocats de Mapuro, de la famille de Mapuro. Ah, je n'ai pas éduqué un bandit. Mon fils a eu une bonne éducation. Ah, machin, ceci, c'est là. Ceci, c'est machin, machin. Heureusement que les avocats de l'autre côté lui avaient bien répondu que si sa femme n'était pas une bordelle, etc., etc., on n'en serait pas là. Mais ça n'avait rien à voir avec un crime passionnel. Non, jamais, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est une histoire de brigands, de bandits qui a mal tourné. Et maintenant, Banqui a décidé d'en finir avec un témoin gênant. Voilà, voilà l'affaire Mapuro, là-bas. Les histoires de Kowo, il l'a surpris sur sa femme, c'est faux. Archi faux. Archi faux. Vous voyez, l'impunité au sein de l'armée camerounaise. Et vous me dites que c'est une armée républicaine, ça. C'est une armée républicaine, ça. Et ça, c'est pas une armée républicaine, ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Et l'affaire Banqui Emile a eu lieu en 2008. Alors, 2008, c'était une année qui a été marquée par les émeutes de la faim. Ou si vous voulez, les émeutes contre le tripatouillage par Paul Biya de la Constitution. Lequel tripatouillage devait lui permettre de briguer un troisième mandat dès 2011. Alors les populations étaient donc descendues dans la rue pour dire niet, il n'en est pas question. Alors qu'est-ce que Biya a fait? Biya a sorti le BI, le bataillon d'intervention rapide, une unité spéciale, une unité d'élite de l'armée camerounaise qui est dédiée à la lutte contre le terrorisme. C'est cette unité-là que Biya a utilisée pour mater des populations civiles au menu. Résultat des courses, des centaines de civils ont perdu la vie au cours des émeutes de fin février 2008. Le BI a également la réputation d'avoir commis de nombreuses violations des droits humains
des traitements cruels, inhumains et dégradants, des disparitions forcées, des exécutions sommaires, etc., etc. Et ce qui a lieu de remarquer également, c'est que l'armée du Cameroun, là, n'est pas une armée aguerrie, n'est pas une armée capable de gagner une guerre. Ce n'est pas une armée capable de remporter, de gagner une guerre. Et ce qui est normal, puisque tous ces petits frères qui entrent dans l'armée là, c'est-à-dire que leur objectif, c'est de s'assurer une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité sur le plan économique. Un point, un trait. Ils ne sont pas dans une logique où ils entrent dans l'armée pour défendre la République, pour se sacrifier pour la patrie. Ils sont là pour protéger leur matricule, pour protéger leur pain quotidien, pour assurer leur pain quotidien. Comment se nourrir, comment nourrir leur famille. Point. Ils ne sont pas là que vraiment allons en guerre pour défendre. La preuve, l'armée camerounaise a eu énormément de problèmes. Quand il a fallu lutter contre Boko Haram, de nombreux soldats camerounais y ont laissé leur vie. Dans la lutte contre Boko Haram qui a été lancée en mai 2014, tandis que l'armée camerounaise a perdu énormément dans ses rangs. Énormément. Parce que ce n'est pas une armée qui est prête à livrer une guerre et à en sortir victorieuse. La preuve, vous voyez Bakassi, Paul Biya a été obligé de recourir à la Cour internationale de justice. Parce que militairement, le Cameroun ne pouvait pas battre le Nigeria. Le Cameroun ne pouvait pas. Le Cameroun était inférieur sur le plan militaire au Nigeria. Et pour revenir à Boko Haram, c'est l'armée tchadienne qui a été obligée d'intervenir au Cameroun pour faire reculer Boko Haram. Parce que l'armée camerounaise était débordée. C'est pas moi qui le dis. Hein. Écoutez cet extrait d'une chaîne de télévision tchadienne. C'est l'extrait d'un reportage qui a été produit en 2015. C'est pas moi qui le dis. Écoutez vous-même. Écoutez. Le Nigeria qui fait face à la secte Boko Haram depuis 2002, dont des milliers de personnes ont péri sous les balles et l'épée des hommes de Chekaou, a non seulement de la peine pour sécuriser son peuple, instaurer la sécurité à l'intérieur de son État, mais a laissé libre champ à cette secte à attaquer le Cameroun, faisant ainsi des milliers de victimes par son incapacité de le mettre hors d'état de nuire. L'armée camerounaise qui se déploie au nord du Cameroun pour traquer les djihadistes n'a pas pu être aussi à la hauteur. Rompus au combat et qui ont notamment combattu contre le groupe islamiste au Mali, les éléments des forces de défense et de sécurité ont récemment prêté main forte à leurs frères d'armes du Cameroun et du Nigeria pour faire face aux djihadistes de Boko Haram. Voilà, vous avez suivi, non? Donc l'armée camerounaise était dépassée par les événements, comme on dit au Cameroun. Grâce à l'armée tchadienne, cette armée camerounaise-là a pu sortir la tête de l'eau. Et Boko Haram, aujourd'hui, est réduit à sa portion congrue. Maintenant, au lieu de faire la guerre contre Boko Haram, qu'est-ce que les soldats du BI et de l'armée régulière faisaient? Ils interpellaient les civils, juste parce qu'on te soupçonne d'avoir une tronche qui rappellerait Boko Haram. On t'arrête, on te garde dans un centre de détention, on te soumet à des interrogatoires musclés, on te torture, on te passe à la balançoire. Le camp du BI de Marwa Salak était réputé un centre de torture où des civils, des hommes, des femmes, des enfants étaient enlevés par des soldats du BI et conduits dans des centres de détention de Marwa Salak et à l'antenne de la DGRE de l'extrême nord, où ils étaient torturés, où ils étaient soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, où ils étaient traumatisés, où ils étaient soumis à de cruels sévices corporels. Vous vous souvenez de la fameuse vidéo qui a circulé là en juillet 2018. 2 femmes et leurs bébés ont été entraînés par des soldats camerounais à un endroit au niveau de Zélévet où ils ont été passés aux armes. Vous vous rappelez de cette vidéo là qui a circulé? Au départ, les autorités camerounaises ont dit ah non, c'est pas l'armée camerounaise ne s'habille pas comme ça, oh, dans une zone sahélienne, oh, ceci, cela. Jusqu'à ce que la réalité les rattrape.
Et ces soldats-là ont été arrêtés. Hein. On nous dit que non, ils sont en jugement au tribunal militaire depuis décembre 2020. Ça va faire bientôt 2 ans. On ne sait pas où le procès en est. Voilà donc la justice militaire au Cameroun. La justice militaire au Cameroun ne s'abat que sur des civils comme les nous, comme ça. Ceux-là même qui commettent des infractions, ils circulent librement. On ne leur fait rien. On vous dit que non, on a arrêté des militaires impliqués dans le machin de 2 femmes et leur bébé au dos. Ils sont où? Ils sont dans quelle prison? Oh, le procès, on dit non, 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 le procès c'est à huis clos. Pourquoi le procès doit être à huis clos? Le procès ne doit pas être à huis clos. Le procès doit être ouvert au public. Parce qu'il faut que le public mette colle un visage à ces hommes-là qui ont attenté à la vie de ces 2 femmes et leur bébé au dos. Pourquoi en faire un procès à huis clos? Pourquoi? Le procès doit être public. Et toutes ces exactions commises par le BIR, par des soldats camerounais à l'extrême nord, c'est pas moi, hein. C'est un rapport de Amnesty International qui date du 20 juillet 2017, qui a documenté des cas de torture, des cas d'exécution sommaire, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Je parlais de gagner la guerre tout à l'heure. Regardez les guerrieros ambazoniens, comment ils zigouillent les soldats camerounais. Regardez à quel point. C'est-à-dire que le nombre de soldats, que l'armée camerounaise a perdu en Ambazonie, c'est incroyable. Vous vous rappelez, sur cette même chaîne, à l'époque j'étais encore au Cameroun, j'avais partagé avec vous une lettre qu'un ministre anglophone, une lettre anonyme qu'un ministre anglophone du gouvernement Biya avait envoyée à John Ba Akuru, l'ancien journaliste de la CRTV, qui est activiste ambazonien aujourd'hui là. Dans cette lettre-là, le ministre avait révélé que Betty Assomo, qui est l'actuel ministre de la Défense, avait écrit au Premier ministre pour lui demander, au ministre des Finances, pardon, pour lui demander 500 millions de francs CFA afin d'organiser les obsèques des militaires qui sont tombés en Ambazonie. Et sur la liste qu'il a envoyée, qu'il a annexée à la lettre adressée au ministre des Finances, et que la liste-là comportait de milliers de noms de soldats qui sont tombés au front. Nous étions en juillet 2018. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Imaginez le nombre de soldats qui sont morts là-bas. Imaginez le nombre de soldats qui sont blessés, qui se sont blessés et qui aujourd'hui sont handicapés à vie. Certains sont encore dans les garnisons militaires. Ils se soignent là-bas. Imaginez le nombre. N'en parlons plus de ceux qui ont déserté l'armée. T'as dit que c'est ce que je disais. Comment un soldat qui a été formé pour défendre la patrie peut déserter l'armée? Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu as été formé pour te sacrifier pour ton pays, pour ta république, pour la république, pour la patrie? Tu jettes ton arme et tu quittes l'armée. C'est la preuve que beaucoup de ces soldats-là sont entrés dans l'armée juste pour se faire une santé financière. Un point, un trait. Juste pour s'assurer une sécurité financière. C'est tout. Être sûr d'avoir une pension à sa retraite et puis c'est terminé. Les gars n'entrent pas dans l'armée pour ce... Non, non, non. Tu vas parler de sacrifice à un soldat camerounais. Il faut quoi avec ça? Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Et c'est comme ça que la CEMIL de Bangui a exterminé de nombreux soldats, surtout les anglophones, qui refusaient d'aller combattre dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bangui Emile, il a fait tuer de nombreux soldats là, camerounais là-bas, en Ambazonie. Beaucoup. On annonçait sur les réseaux, non, tel soldat est tombé dans une embuscade tendue par les terroristes sécessionnistes, entre guillemets, alors que c'est les agents de Bangui qui les ont exécutés. Et les soldats désertent pourquoi l'armée? Pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés, ils sont maltraités. Vous envoyez les soldats pour aller combattre au front. On leur envoie des primes. Leur chef hiérarchique détourne ces primes-là. Ils détournent ces primes-là. Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Et le gros de la troupe, elle galère, elle misère. Et les armes qu'on leur donne même pour aller combattre, parfois c'est des armes de très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité.
Et quand le soldat voit ça, il dit que je vais sacrifier ma vie pendant ce temps. Des Boutman sont à Yaoundé avec leurs enfants au ministère de la Défense, à la présidence de la République. Ils mangent, ils boivent du bon vin. Nous sommes là, nous souffrons. Sous le soleil, sous la pluie. Non, les amis, moi je ne peux plus. Allez, il prend son arme, il jette. Parfois, il donne même à l'ennemi, aux ambazoniens. Et ce sont ces ambazoniens-là qui l'accompagnent jusque vers Mamfela. Allez, il prend la pirogue, il traverse pour le Nigeria. Et c'est comme ça que beaucoup de soldats camerounais, d'anciens soldats, ils sont nombreux à Dubaï, au Nigeria, au Togo, au Sénégal, au Maroc, un peu partout. Ils sont là. Parce qu'ils ne pouvaient pas se sacrifier, ils ne pouvaient pas être dans l'armée et se sacrifier pendant ce temps. Leurs chefs, les colonels, les généraux, les lieutenants-colonels et autres, les officiers supérieurs, les subalternes, s'asseyent sur leurs primes, ils bouffent leurs primes. Ils ne pouvaient pas accepter. L'embourgeoisement. Tous les généraux, les colonels, là, c'est des businessmen. C'est des hommes d'affaires. Vous allez leur demander de bâtir une stratégie de guerre, d'une stratégie pour gagner la guerre. Ils vont commencer par où? Par où commenceront-ils pour gagner la guerre? Mais c'est des businessmen. C'est des bourgeois. Voilà pourquoi ils sont là, ils se battent, ils font tout pour que le régime des Biya ne tombe jamais. Parce qu'ils ont énormément profité de ce système. Tous ces colonels-là, ces généraux, tous ces gens-là. Regardez la fortune de Eran Moas, qui est le commandant du BI. Le gars a tout un vaste domaine aux États-Unis. L'argent du pétrole camerounais. Parce que c'est l'argent de la SNH qui entretient le BIR, là. Une unité spéciale de l'armée camerounaise. L'argent du pétrole, l'argent de la SNH. Tous ces généraux-là, ils sont dans l'immobilier. Ils sont propriétaires des immeubles à Yaoundé, à Douala, qu'ils ont mis en location. Ils ont des stations-service. Le bandit qu'on appelle Bankui, là, lui, il a une station-service là-bas en Colbison. Oui. Et il exploite les minerais à l'est. Et beaucoup de généraux camerounais sont dans l'exploitation des minerais. Ils sont dans le business là. Et ce sont des multimillionnaires. Ils se font énormément d'argent dans le business des stations-service. Et les sociétés de gardiennage, alors n'en parlons plus. Ils sont versés dedans que WAP. Ils sont pleins dedans. Et avec une armée pareille, vous voulez gagner une guerre? Vous, les Camerounais qui me regardez là. Vous qui me regardez là, à la présidence, là, au ministère de la Défense. Un petit assommant. Le général de brigade Amourou. Donc vous voulez gagner une guerre avec une armée dont les officiers généraux et supérieurs sont des bourgeois, sont des hommes d'affaires, sont des affairistes. Celui qu'on appelle le contre-amiral Fouda, lui aussi, il a des immeubles un peu partout à Yaoundé, qu'il a mis en location. Il a un immeuble là au niveau de Nsam. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes ensemble à Garantie, vous avez Garantie à gauche, vous avez Vision 4 à droite. Vous allez tout droit vers le carrefour, vous laissez la route qui va vers comment on appelle, au Boboro. Vous prenez celle qui va à droite. À 20 mètres de là, il y a un grand immeuble comme ça là. L'immeuble là appartient au contre-amiral Fouda. Et l'immeuble là est gardé par les vigiles de G Forest. Il a plein de locataires là-bas. Allez alors demander le coût du loyer là-bas. Hein. Oh yo. Tous là, les colonels, les généraux, les lieutenants-colonels, ce sont des businessmen. Ils se sont fait énormément d'argent. De manière illicite, bien sûr. Énormément d'argent. Dans l'agroalimentaire, toutes les grandes surfaces que vous voyez là. Les Dove, les machins, les quoi là. Je ne sais pas si ça existe encore au Cameroun. Ça fait longtemps que je suis parti de ce pays. Les Santa Lucia et tout ça. Il y a beaucoup de colonels là, de généraux qui ont des supermarchés là, à Yaoundé. Ils sont propriétaires. Ouais. Donc pour terminer cette chronique, je vais réitérer que l'armée camerounaise n'est pas au service du peuple camerounais, n'est pas au service de la République du Cameroun. L'armée camerounaise ne peut remporter aucune guerre parce qu'elle est remplie d'officiers généraux et supérieurs qui sont des affairistes, qui sont des businessmen. C'est une
armée qui est un instrument de terreur au service de la pègre qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Alors, merci, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à écouter cette chronique de MBT. Voici